nous amène assez naturellement au point 3, hein, qui sont les nouvelles obligations de transparence, d'information. Jérôme Escalité, on va peut-être vous demander de prendre le temps de nous rappeler quelles sont ces nouvelles obligations, information en cas de brèche, etc. Alors, c'est l'obligation à laquelle vous faisiez référence, c'est l'obligation d'informer les utilisateurs dans un délai de 72 heures suivant la découverte de l'incident de non-conformité à la sécurité des données. Donc c'est vrai qu'avant c'était limité aux opérateurs télécoms, maintenant ça va s'appliquer à tous les opérateurs quels qu'ils soient dans tous les domaines d'activité. Après, à côté de ça, on a les principes essentiels en matière de protection de données personnelles qui continuent à jouer, c'est-à-dire que le consommateur a le droit, doit être informé des traitements qui sont mis en œuvre avec les données personnelles qu'il transmet. Il doit avoir la possibilité de s'opposer à ce traitement, donc il doit y avoir une information suffisante sur cette possibilité. Elle doit pouvoir être mise en œuvre effectivement. Ensuite, il y a le droit à l'oubli en cas de cessation des services. Et le soin doit vraiment être mis sur l'effectivité pour le consommateur du droit, parce qu'à défaut, on pourrait considérer que le respect du règlement n'est pas authentique. Monsieur, quelqu'un souhaite prolonger un peu nos échanges là-dessus, toutes ces nouvelles garanties finalement et ces devoirs d'information qui sont faits aux individus et j'allais dire chacun d'entre eux nominativement. Est-ce que c'est possible? Est-ce que d'ores et déjà il y a des sociétés qui se sont mis en état de satisfaire à ce type d'obligation? Est-ce que vous avez des exemples ou des retours d'expérience? Ou est-ce qu'au contraire vous voyez la difficulté, j'allais dire intellectuelle, organisationnelle et peut-être aussi technologique pour la réalisation de ces nouveaux devoirs de transparence? Nous, on voit plutôt les choses sur le côté préparation, c'est-à-dire à minima détecter cette violation et cette brèche de données. Donc on est plutôt dans une logique où, dans un premier temps, technologiquement, on va essayer de verrouiller le système pour être rendu capable de détecter le plus vite possible une intrusion et, à contrario, empêcher qu'elle aille jusqu'à une exfiltration de données. Donc on est plutôt dans ce schéma-là aujourd'hui. Les entreprises, à mon avis, ne sont pas aujourd'hui en train de réfléchir à comment optimiser leur schéma de notification. Elles sont plutôt dans un schéma de pensée, de verrouiller les systèmes pour être sûr que la brèche n'arrive pas. Mais c'est vrai que la GDPR oblige finalement les entreprises à déclarer à leurs utilisateurs en interne avec une politique d'usage acceptable, par exemple, quels vont être les logs, quelle va être la politique qu'on va autoriser ou non autoriser, qu'est-ce qu'on va faire cette gestion des logs finalement. Jusqu'à maintenant, c'était géré par la DSI de façon sécurisée, mais finalement, on a de plus en plus de data qui vont aller directement dans le cloud, sur Internet, en mode SaaS, etc. L'usage de ce log, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met en place des techniques d'offuscation des logs qui permettront d'anonymiser le droit de l'utilisateur, puisque finalement, je vais confier un log de transaction à une plateforme SaaS qui respecte d'après le contrat, mais qui pourrait ne pas respecter dans les faits, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, et quelle obligation il va avoir l'entreprise vis-à-vis du comportement de l'utilisateur. Des précisions là-dessus? Plutôt une question. Il est mentionné dans le règlement une certification, une conformité, mais c'est quelque chose qui n'est que mentionné, donc à ma connaissance, les travaux de définition du processus de certification. Oui, ils ne sont pas arrêtés en fait. C'est une conformité à construire en fait par le comportement et l'évangélisation par rapport aux principes qui guident la loi. Et je vais revenir sur un point, on évoquait tout à l'heure, c'est qu'il y a une nécessité pour les entreprises quelque part de se mettre à la place de l'utilisateur lorsqu'elles évaluent les risques. C'est-à-dire que ce n'est plus uniquement des risques pour elles directs, c'est aussi le risque indirect. Donc ça impose quelque part de se mettre à la place du consommateur et de revoir complètement la manière dont on peut répondre à ses besoins et à ses droits. C'est encore ce que l'on disait là, il y a un domaine qui est important, c'est ce qu'on appelle la réponse sur incident, quoi. Donc les entreprises aujourd'hui, alors il y en a certaines qui peuvent être un peu en avance où ça peut les aider avec l'évolution des lois et des réglementations, notamment en France, les sociétés qui sont d'importance vitale, les opérateurs d'importance vitale, les OIV.
en respectant la loi de programmation militaire. Donc effectivement, en cas d'incident de sécurité, ils se doivent de prévenir l'ANSSI pareil, hein, dans les 72 heures. Et inversement, c'est-à-dire quand les sociétés ont prévenu qu'il y a des incidents de sécurité, des attaques ou informatiques, hein, de cybersécurité. Donc au niveau de cyberdéfense, effectivement, c'est de prévenir les sociétés équivalentes ou dans le même secteur, dans le même domaine d'activité, et ensuite de pouvoir se protéger et de mettre en place des réponses, donc des paramétrages, ou pouvoir faire bloquer différentes choses. Effectivement, ce que l'on voit arriver aussi, et nous sommes de plus en plus sollicités, c'est effectivement les entreprises ont besoin de mettre des systèmes qui vont être de la surveillance et de la collecte, et puis de la compréhension du comportemental, donc de ce qui se passe autour des flux, autour des données, en s'appuyant effectivement sur différentes technologies. Oui, et ça, alors c'est un outil essentiel qui va permettre de dresser la cartographie des flux d'informations, qui est la première étape de conformité, puisqu'elle permet un petit peu de recenser les risques, et elle est un préalable sur l'opportunité ou non de faire une étude d'impact approfondie s'il y a des risques avérés en fonction de la cartographie des flux qui est faite. Et cette étude d'impact, elle est obligatoire principalement pour les sociétés qui font du traitement de données massives type profilage, ou pour des sociétés qui vont faire des traitements de données sensibles type race, religion, etc. Ou encore pour les personnes publiques. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque société, à minima, doit au moins faire une ébauche de cette cartographie pour ensuite fonder un audit de conformité, et qui sera vraiment la première base du respect des principes essentiels du règlement. On va y venir, ça fait la transition vers le point 4, le fameux Privacy by Design. Et en gros, quelles sont les étapes d'un projet de mise en conformité avec ce règlement général de protection des données? Première mesure donc de l'analyse de flux. On évoquait précédemment le fait qu'il y avait parfois des différences culturelles, et qu'on voyait par exemple en Allemagne un souci d'anonymiser ces flux avant de les analyser, qui allait jusqu'au scrupule. Vous me corrigerez ou vous donnerez quelques exemples, alors que les pratiques françaises semblent moins matures sur ce point-là spécifiquement, par exemple. On pense en effet que de notre expérience avec différents clients européens, les Allemands ont eu un temps d'avance, on va dire un regard très rigoureux sur le traitement de la donnée personnelle. Il y avait une notion qui s'appelle Datenschutz en allemand, et notamment sur la gestion de la vie privée à travers, je parlais tout à l'heure des logs qui sont capturés pour pouvoir faire de la réponse à incidence, hein, dans un contexte aussi où l'entreprise justement doit mettre en place les éléments pour contrecarrer des cyberattaques. Les logs sont aussi vitaux pour avoir la visibilité et l'ensemble. Par contre, est-ce que ces logs doivent servir à identifier le comportement de ces utilisateurs? On voit que des clients allemands ont adopté des méthodologies plus avancées sur l'offuscation des logs, qui permettent forcément d'avoir une segmentation des rôles au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que les gens qui font les opérations de sécurité ne voient pas forcément le nom de l'utilisateur qui a réalisé cette transaction. Ils ont quelque chose qui n'est pas identifiable, et il y a un rôle au niveau de l'entreprise qui est confié à un auditeur sécurité qui, lui, va avoir, à travers un mécanisme de clé, le droit de désoffusquer et de savoir quel était l'utilisateur si potentiellement une malveillance est avérée de la part de cet utilisateur. De ce côté-là, je pense en effet que nos collègues allemands ont un degré de sensibilité plus avancé qu'en France.